Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, conférence Le pouvoir des symboles dans notre vie, porte ouverte sur notre âme. Conférence donnée par Patrice Poudrier. Disney a repris beaucoup de symbolisme en passant. Les frères, exactement. C'est un conte qui a été pas écrit par les frères Grimm, mais il y a dans notre... On est très chanceux dans l'histoire de l'Europe, mais c'est l'histoire de l'humanité. Il y a en Europe, les frères Grimm, ils ont récupéré toute une série de contes de fées, de contes populaires du monde germanique. Perrault, qui lui a récupéré beaucoup de contes de fées, de populaires du monde francophone. Et encore, il y a Andersen, peut-être que vous connaissez, qui lui a récupéré l'ensemble des contes scandinaves qu'on connaît tous. Peut-être que vous connaissez, la petite sirène, le vilain petit canard, pour nommer ceux que j'ai en tête. Mais sinon, la Belle au bois dormant, j'aurais pu mettre Cendrillon, Blanche-Neige et les sept nains. Bon, bref, il y en a. Et tout ça, peut-être vous avez intéressé au sujet, mais tous ces contes-là, aussi jolis soient-ils, sont imbus d'une profonde quête de sagesse, qui est l'expression de symbole, qui est l'expression justement d'une connaissance de l'humanité, mais à travers finalement des contes populaires pour que ça soit justement, et c'est important de le citer, c'est pas le propre d'une certaine élite, c'est pas le propre d'une certaine, je sais pas trop, moi, des universitaires par exemple, pour prendre un terme plus moderne. Finalement, c'était le propre de tout le monde. C'est l'expérience de l'humanité et c'était accessible à tous. Donc, c'est intéressant de voir que, à travers des petites choses, si on prend la Belle au bois dormant, de quoi on parle quand on parle de la Belle au bois dormant, juste pour rapidement. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, est-ce que tout le monde connaît l'histoire? Oui, plus ou moins. L'histoire, c'est le preux chevalier qui va à l'encontre de tous les défis, et qui remonte les épreuves et qui finalement passe à travers de la forêt de ronces pour finalement se battre contre le dragon. Et ensuite, comme récompense, monte dans la tour la plus haute pour embrasser la belle princesse qui s'était endormie et qui, au contact du baiser, se réveille à quelque chose. C'est intéressant. Je ne veux pas en dire plus pour l'instant, mais c'est finalement l'histoire du héros. C'est une histoire qui nous concerne tous, et c'est sur ça qu'on va se pencher un petit peu plus tard. Il me semble que c'est aussi un reflet de normes sociales qui ont peut imposer aux générations aux jeunes, non? Par exemple? Les normes sociales. Mais c'est juste mon hypothèse. OK. Je pense que c'est seulement que je peut-être, oui. Enfin, mais du côté parce que c'est sûr que chaque registre, chaque conte, chaque chose a différents registres. Il y a différentes façons de lire les choses. Et dans ce cas-ci, on va s'attarder plus au symbolisme, disons. J'ai l'impression que c'est une fonction utilitaire dans la société de transmettre quelque chose, transmettre des valeurs, des normes dans ce sens-là. D'accord. Parfait. Donc, le symbolisme a beaucoup de lectures. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on regarde alentour de nous, si on prend pour acquis que le symbolisme est partout. Je ne sais pas si vous avez fait le tour de la salle. On a plein de symboles ici. Si on regarde la photo, là, il y a une pyramide. Si on regarde les petites statues en arrière, il y a toutes sortes de représentations de diverses cultures. Et chaque petite chose, que ce soit des anges, que ce soit des statuettes, que ce soit des divinités, que ce soit avec leurs armes, avec leurs attributs, toutes ces choses-là ont plein de beaucoup de significations. Des significations beaucoup qui vont au-delà de finalement la première lecture. Et ça, c'est important de le concevoir parce que il y a différentes lectures. Si on parle de symbolisme, on peut parler dans un premier temps, on peut parler de simple signe, c'est-à-dire un signe. Un signe, voilà, on va en voir de toute façon. Et puis,
c'est une première lecture. Mais après ça, il y a un approfondissement parce que comme on l'a présenté sur la diapo du début, c'est que c'est comme une porte qui s'ouvre. C'est comme ça, c'est une ouverture sur un approfondissement, un autre monde qui, lui, a beaucoup plus de signification que simplement, je ne sais pas moi, prenons n'importe quel exemple, un arbre, une image, une statue. C'est sûr que c'est beau, le côté esthétique est parfois très très beau, des fois moins, ça dépend des goûts, mais ça change selon la culture, et on voit que si on va au-delà de cette première lecture-là, c'est tout un monde, c'est tout un univers finalement qui s'ouvre sur le sujet. Alors là, on a vu évidemment des petites histoires, mais on les voit aussi, vous savez dans quoi? Est-ce que vous avez remarqué des fois des peintures qui sont peut-être un petit peu plus évocatrices, des statues, des bijoux? Ça, c'est pour noter certaines petites choses. Mais on parle évidemment de tous les contes mythologiques, de tous les contes qui nous viennent de l'Égypte, la mythologie égyptienne, la mythologie celte, la mythologie, enfin bref, toutes les mythologies. Mais également aussi l'art, que ce soit les sculptures, que ce soit... Bref. Et quand on parle de mythologie, parce qu'on va en parler beaucoup ce soir, le mot mythologie qui est compris plus ou moins aujourd'hui comme étant quelque chose d'inventé, quelque chose d'irréel, le mot mythologie, en fait, dans son sens plus étymologique, ça veut dire parole de vérité. C'est parole qui dit la vérité. Évidemment, on est loin de la compréhension qu'on peut en avoir, mais c'est sûr que si on regarde la mythologie et si on s'attarde à la première lecture, et je dis bien la première lecture, prenons par exemple l'hindouisme. Tout le monde connaît un peu la religion hindoue. C'est-à-dire que le mythe originaire de l'Inde, c'est-à-dire que l'univers est né d'une vache. Alors, on a certaines personnes qui vont prendre ça au premier degré et dire « Ouais, mais c'est nono un peu de penser que l'univers, comme si une vache aurait pondu l'univers. » Bon, c'est clair que dans un premier registre, dans une première lecture, on s'entend que si on s'attend à ça, on s'attarde à ça, ouais, c'est un petit peu, effectivement. Mais si au contraire, on pousse à comprendre un petit peu qu'est-ce qui nous est transmis à travers de cette image-là, de cette réflexion-là, c'est autre chose. Hein? On peut penser à l'Égypte aussi, quand que la naissance de l'univers, c'est une barque qui sort des eaux. Hein? Cette idée de sortir des eaux, cette idée de principe qui sort des eaux. Alors là, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre. Mais si on s'attend à... Non, il n'y a pas de barque, il n'y avait pas un lac au début de l'univers. Fait que, franchement, comment que la barque aurait pu sortir des eaux? C'est sûr que si on s'attarde à ça, ouais, c'est un petit peu... on va pas loin, disons. On ne peut pas vraiment approfondir quoi que ce soit. Mais si, comme on se le proposait, comment peut-on se relier finalement au symbolisme? Comment peut-on se relier au mythe? Comment peut-on se relier à cette vision du monde? C'est une question qui est, somme toute, qui est franchement intime. Déjà, si on peut reconnaître, les symboles, parce qu'il y en a plein, ça demande déjà cette première reconnaissance-là, cette première vision, ben voilà, tiens, un symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, ça peut être parfaitement intellectuel. Ça peut être complètement une première lecture comme je l'exposais. Mais si au contraire, on arrive à reconnaître dans les symboles les essences, les profondes essences, qui parlent de quoi? Qui parlent de l'expérience de l'humanité, son devenir, alors là, on peut peut-être avoir un contact qui nous adresse quelque chose de beaucoup plus, qui vient nous chercher, si on veut, qui s'adresse vraiment à une dimension de l'être humain beaucoup plus profonde que finalement la projection qu'on peut avoir, les projections qu'on pourrait avoir à cause de nos valeurs personnelles, à cause de ce que, justement, comme Madame le dit, à cause des conventions sociales nous disent « Ah ben voilà, c'est comme ça ». Le monde des essences, évidemment, il existe en soi. La compréhension qu'on en a
ça, c'est deux choses. Et c'est pour ça que je veux, dans un premier temps, aborder le symbolisme sur un aspect qui, finalement, nous touche tous. Est-ce que tout le monde est familier avec ce schéma-là? Corps, âme, esprit? Ça, finalement, c'est une représentation de l'être humain, hein, des trois dimensions de l'être humain. Le corps, bon, on s'entend, le corps, on ne peut pas le nier, hein, on l'a. Il y a ses besoins, il y a ses dictates, il y a ses règles, on sait ce qu'il est. Le monde de l'esprit, ou le monde des idées, hein, qui est un monde qui est beaucoup plus des archétypes, si on veut le regarder de façon, le monde du divin, si on veut, même à l'esprit. À la longue, on peut penser au monde, à l'esprit immortel, hein, la partie qui continue de l'humain, la partie immortelle de l'humain. C'est le monde des idées. Hein. Alors, comment faire pour que l'idée, qui est finalement un produit du mental, passe au niveau de l'action, au niveau du concret? Parce que si finalement on est constamment dans le monde des idées, ben, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il ne se passe absolument rien. C'est stérile. Hein? Intellectualisme à n'en plus finir, et puis finalement, ben, on tourne en rond et ça va nulle part. Il faut trouver moyen de faire rendre nos idées, leur donner une substance, hein? Quelque chose de concret. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent acte dans le corps. Ça nous laisse quoi? Ça nous laisse le monde de l'âme. Et le monde de l'âme, comme on le disait en introduction, le monde de l'âme, c'est-à-dire cette dimension, ce langage, le symbolisme comme langage de l'âme ou comme porte ouverte sur notre âme, c'est précisément à ce niveau-là que toute la magie doit s'opérer. C'est-à-dire comment faire pour permettre aux idées de s'incorporer, de prendre corps. Et ça, c'est la grande question. C'est la question justement de quel pouvoir a le symbolisme sur nos vies, sur nous-mêmes, sur notre façon de réfléchir. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais dans un premier temps, parce que c'est intéressant de constater que le symbolisme est quand même très large. Hein? Et aujourd'hui, il y a des on peut appeler ça de façon générale le symbole, mais à l'intérieur du symbolisme comme tel, il y a un registre qui est très, très de base, hein, c'est-à-dire qui s'adresse seulement à un premier concept, un concept qui est une directive, qui n'est pas vraiment nécessaire d'exprimer quelque chose de plus grand, et on va appeler ça le signe. Hein, on va juste le signe S-I-N-G-E. Et si on peut prendre le temps de s'amuser un peu, essayons de trouver à quoi correspond. Parce que c'est intéressant, parce que le signe, c'est pas quelque chose d'archétypique, c'est pas quelque chose qui nous vient de je ne sais trop quoi, d'une dimension beaucoup plus élevée. C'est quelque chose, c'est conventionnel, c'est quelque chose qu'on a conventionné et qui est actif au niveau, soit d'une certaine partie de la culture, une certaine partie du monde. Et voilà. Ça, ce signe-là, ça veut dire telle chose. Et si on regarde ensemble, peut-être ça va vous dire aussi quelque chose. Vous connaissez celui-là? Ça veut dire on a le droit de se stationner. Il est international celui-là en passant. Hein? Même si vous allez dans un restaurant à Shanghai, ça veut dire la même chose que ça veut dire à Montréal. On connaît bien celui-là? Hôpital. Radioactif. Ouais, biohazard. Ah, ok. Radioactif, toxique. Oui, toxique, effectivement. Pardon. Il y en a, hein? Bon. Allez. C'est pas des cours de danse, là, c'est un restaurant. Et c'est partout pareil. Une imprimante? Ouais. La petite icône d'imprimante quand on est pas sur Facebook, mais sur un ordinateur, sur Word. Bon.
Alors voilà, ça c'est des signes. Hein, je veux dire, c'est pas archétypique. Là, on crée pas une mythologie, on crée pas une culture, une civilisation. C'est fonctionnel. Hein, on va quelque part. Et aussi simple soit-il, aussi humble soit-il, le petit signe. Dieu merci qu'on les a, parce que franchement, quand on est sur les routes du Québec, même avec le nombre de signes, même avec le nombre de le règlement qui est exprimé dans les signes, quand on voit la façon que certains de nos confrères et nos consoeurs qui se promènent sur les routes conduisent, malgré les signes, une chance qu'ils sont là, parce que s'ils n'auraient pas, franchement, qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y aurait pas de lumière rouge? Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y aurait pas de stop à l'intersection? Ça serait vraiment un enfer. Je fais de la pub en passant. Ça, j'ai eu 50$ de subvention pour montrer celle-là. C'est des blagues. Un film là-dessus. Oui, effectivement. On passe déjà à un autre niveau. Hein. Là, on peut parler du logo aussi. Totalement. Hein? Oui, Jérôme. Jérôme, excuse-moi. Oui, Guillaume. Cette semaine, c'était la journée internationale de la femme. Et puis, il y a un restaurant qui a... Oui, effectivement, j'ai entendu parler. Oui, pour faire la W, effectivement. Donc, le logo, déjà, on rentre dans le monde des symboles. Dans le sens où, malgré que c'est, encore une fois, c'est très de base, mais le logo, c'est très la culture marchande, hein, on s'entend? C'est-à-dire que c'est la propriété intellectuelle de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un peut acheter ça, ça appartient à quelqu'un. Et on sait tous que c'est pas Burger King, on sait tous que c'est pas Harvey's, on sait tous que c'est pas un autre restaurant de chaîne. Ça, quand on voit ce M-là, c'est McDonald's et il n'y a que McDonald's qui a le droit de l'utiliser. Et ça va être la même chose pour toutes sortes d'autres logos. Et puis, continuons, si on peut s'amuser un peu, ça va. Vous connaissez celui-là? Colonel. Oui, effectivement. KFC. Celui-là? Rolex. On voit qui est le luxueux ici. Hein? Pas du tout. Effectivement, c'est les montres Rolex. Angry Birds. Il y avait des gamers dans la place. Ferrari. Ouais, Ferrari. Même, je me demande, des fois, je me demande s'ils n'ont pas un droit acquis sur ce rouge-là, d'ailleurs. Je sais pas. C'est Facebook. Ça vous évoque un peu de « Ah oui, Facebook, c'est cool » ou Facebook, est-ce que c'est lourd un peu? Hein? Bon. Un bof, c'est quand même... c'est neutre, correct. C'est un logo, ça représente quelque chose, ça représente une compagnie, mais ça peut quand même prendre une certaine autre signification. Hein. Pour certaines personnes, le McDo, c'est Satan. Hein, vraiment, là, c'est l'incarnation du mal. Hein, c'est tout ce que c'est la torture des animaux. C'est plein de choses. Donc ça grandit en soi. Mais à la base, on parle d'un logo qui est la propriété d'une compagnie. Bon, vous connaissez celui-là? Oui, c'est Twitter. Intéressant. Donc les logos, il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines, il y en a partout. Et ça fait partie d'un langage, finalement. Excepté que c'est quand même de base, ça exprime des idées de base. Si on rentre maintenant un petit peu plus dans le monde des symboles, parce que au-delà des conventions qui nous intéressent aujourd'hui, parce que franchement, Twitter, si on parlait de Twitter il y a 50 ans, on serait arrivé avec ça. Personne n'aurait su. Même chose avec Facebook. Bon, McDo, ça remonte à quand même une couple d'années. Mais bref, c'est très conventionné, c'est très maintenant. Et peut-être, je ne sais pas, mais d'ici une couple d'années, peut-être ça va être dépassé, on n'en parlera plus. L'idée de faire le symbole aujourd'hui, l'idée de parler de symboles aujourd'hui, l'idée de s'adresser à cette aventure humaine qui est représentée à travers de différents symboles, c'est vraiment plutôt d'aller vers les essences, vers ce qui nous définit en tant qu'être humain. Et ça, c'est à la grande différence d'un logo ou d'un signe, c'est quelque chose qui appartient à toute l'humanité. On ne pourra pas dire que, nous, aujourd'hui, parce qu'on a Internet, on est l'élite, on est le summum de qu'est-ce qui va, on est le summum de qu'est-ce qui risque d'arriver avec l'humanité.
Et puis voilà. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui continue. C'est quelque chose qui continue. Et tout autant que les valeurs profondément humaines, les valeurs profondément humanistes, étaient valables déjà à l'époque de l'Égypte ancienne, déjà, depuis la nuit des temps, finalement, dans n'importe quelle culture, ces valeurs-là sont tout aussi d'actualité aujourd'hui. À travers les différents... chaque époque a son... Chaque époque, chaque temps, chaque période de l'histoire a eu ses difficultés, a eu ses aliénations, mais malgré ça, il n'en reste pas moins que ces valeurs-là, ces vertus-là, pour prendre des choses concrètes, on peut les appeler quoi? Des valeurs qui sont atemporelles à l'humanité. Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Il y en a qui viennent à l'esprit? L'amour. Hein? L'amour. L'amour, effectivement. C'est la première sur ma liste d'ailleurs. Il y en a d'autres? Le partage. La générosité, le partage, absolument. Fraternité. Pardon? Fraternité. Fraternité, bien sûr. Courtoisie, dans le sens de vivre ensemble. L'harmonie. Le beau, le bien. La bienveillance. Ben oui, dites-le. La bienveillance, bien sûr. Et, bref, il y en a. Les valeurs atemporelles de l'humanité, elles sont de partout. Et il y en a qui se manifestent, se sont manifestés partout, à travers toutes les cultures et les civilisations. On les a représentés, évidemment, on va le voir un petit peu plus tard. Mais les symboles, parce que là, on parle de symboles. Mais avant d'en arriver à ces grandes vertus-là, le symbole, finalement, c'est porteur de quelque chose qui nous dépasse. Mais au-delà des conventions, est-ce qu'il y a des symboles qui vous viennent à l'esprit qui nous rassemblent un petit peu tous? De base, oui, j'en prie. Le signe de la paix. Oui, effectivement. J'ai pas le signe de la paix, mais il arrive dans un signe qui ressemble un petit peu à celui-là. Mais avant, j'avais quelque chose, j'étais encore dans un registre encore beaucoup plus bas, beaucoup plus plancher des vaches. C'est vraiment plancher des vaches. Oui, tout à fait. En tout cas, Mais moi, ça c'est vient pas... pas me rejoindre, en tout cas. Mais... Comment vous dites? Moi, ça vient pas me rejoindre. Ben non, mais... je comprends. C'est clair. Alors, pas du tout. D'aucune Considéré façon. un des meilleurs logos de la Ligue. C'est contre mes valeurs. Est-ce que c'est un symbole, selon vous? Ben, c'est un logo. Hein. On s'entend qu'on n'est pas décollé encore. Là. Mais il y en demeure pour moi qu'il y a quand même un affect chez certaines personnes. Oui. C'est attaché à quelque chose. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis là en fait. C'est parce que vous savez, anciennement, traditionnellement, c'est que pourquoi j'ai pris ce sport? J'ai pris celui-là parce qu'on est à Montréal. Hein. Si j'aurais été, on aurait été à Londres. Ouais. Si c'est à Québec, ça aurait été Nordique, ou à Londres, ça aurait été le comment ça s'appelle là? Non, bref. À Madrid, ça aurait été le Real Madrid, là, mais bref. C'est que aujourd'hui, on a quand même, bon, imaginez un peu plaçons-nous à l'époque. Il y a les cloches de Notre-Dame de Paris qui sonnaient. Tout le monde venait à la convention. Hein? Venait à la convention de l'époque. Aujourd'hui, c'est plus nécessairement, mais c'est toute la même chose. C'est-à-dire que les gens se présentent dans les cathédrales / arénas, assistent à la cérémonie, excusez-moi, au Canada. Bon, bref. Et puis, voilà, on fait la petite cérémonie, tout le monde est content, on a tout mangé l'hostie, mais c'est une poque maintenant. Et puis, voilà. Le hot dog. Et le hot dog, et voilà. La bière à l'entracte, bon, bref. Il y a même un prophète. Ah oui, effectivement. Bon, c'est des conventions sociales. Il y en a d'autres. Ça, c'est le sport. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a d'autres choses. Et la raison pourquoi je l'ai mis là, c'est que c'est vrai que pas que ça nous rassemble, mais c'est que tout le monde, et quand je dis tout le monde, à Montréal du moins, on voit ça et personne ne passe à côté. Et certaines personnes, vous le disiez, c'est un affect immédiat. C'est-à-dire, la relation est presque quasi religieuse. Hein? C'est pour ça d'ailleurs qu'à une certaine époque, on appelait ça la sainte flanelle. Bon.
Bref, il y en a d'autres. Hein. Là, j'ai pris le sport, mais imaginez, il y en a d'autres encore un petit peu plus larges. Peut-être un petit dans un registre différent, mais vous le reconnaissez, celui-là aussi. Hein? Ça, je me sens plus... Interpellé. Effectivement, c'est un logo encore. Mais là encore, ça rejoint plein de monde. Et il y a plein de gens à cause de, par exemple, je ne sais pas question, il y a une chanson particulière qui... Oui. Et la réalité c'est qu'au-delà des symboles sur lesquels j'aimerais qu'on aborde éventuellement, c'est que chacun de nous peut avoir des petits symboles qui sont très, très personnels. Le but de ce soir, c'est pas nécessairement d'aborder chacun de nos symboles personnels, mais prenons un exemple général. Peut-être il y a des gens dans la salle, probablement chacun d'entre nous, ont perdu quelqu'un de cher dans leur vie. Ça fait partie de la vie, hein? Ça fait partie de la réalité de vie d'être humain. C'est-à-dire que, bon, il y a des moments où on perd quelqu'un de cher. Ou au contraire, un événement franchement magnifique. C'est-à-dire, bon, j'ai gradué de l'université, j'ai eu ma première job, n'importe quoi. Et puis pour commémorer la chose, on a un petit truc. Hein? Soit un collier, par exemple, de quelqu'un qui nous a quittés, ou soit, par exemple, une belle... le chapeau noir, là, comme je ne sais pas comment on l'appelle. Comment? La toque. Hein, la toque, on va la pendre sur notre mur parce que quand que je vois ça, je revis le moment. C'est intéressant. C'est des choses qui se développent, c'est des choses qui portent vers quelque chose. Là encore, c'est très personnel. On s'entend que si on parle, quand on va parler éventuellement de rentrer dans les symboles, ça rentre dans un autre registre, hein, dans cette grande question de qu'est-ce que c'est que l'humanité. On a abordé les grandes questions. Et pour les reciter, juste rapidement, quand on parle de où on vient, de vers où on va, de qu'est-ce que c'est que le sens de la vie, à la limite, qu'est-ce que c'est que le sens de l'univers et le sens de l'être humain. Est-ce que ce sont des questions qui vous interpellent? Ou peut-être avez-vous déjà des réponses, ou peut-être ça vous laisse indifférent. C'est très, très personnel. Hein? Mais le fait est que ce grand questionnement-là a été au cœur de beaucoup de choses. Et au-delà du questionnement, c'est les réponses qui ont été trouvées ont fait en sorte qu'il y a eu, dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité, des grandes civilisations, des grands courants de pensée, qui ont laissé des formes, hein, des formes que l'on va voir, mais qui étaient justement des symboles qui représentaient précisément quoi? Précisément ces réponses à les grandes questions. Que ce soit des symboles de valeur, on en a cité quelques-unes, que ce soit des idées de justement c'est quoi qu'être humain, hein? C'est quoi l'être humain, dans son sens plus profond, dans son sens plus, disons, et pas juste, oui voilà, c'est ce qu'on essaie de nous vendre aujourd'hui, et puis on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais tu sais, voilà, l'idée c'est quoi? Métro, boulot, dodo, ça vous dit quelque chose? Hein? Liberté 55? Hein? Le American Dream? C'est toutes des choses qui, peut-être le son nous dit quelque chose, on nous a inculqué, enfin, je dis le grand on nous a vendu ces images-là. Hein? On nous a vendu ces images-là. C'est quelque chose qu'on nous a fait miroiter, comme quoi, voilà la façon qu'il faut être. Peut-être. C'est très, très personnel comme réflexion. Mais, si on se réfère, et c'est ce que j'ose faire, c'est pour ça que je vous propose tout ça en guise de réflexion, si on se réfère au symbole, si on se réfère à la sagesse qui nous a été transmise par nos ancêtres, par des gens qui ont cette même poursuite-là, parce qu'on va parler de quête, on va parler de conquête. Non, c'est au-delà de l'immédiat, c'est au-delà de cette réalité qui est dictée finalement par une convention avec laquelle on peut être en accord ou non. Hein. Comme je vous dis, c'est très, très personnel. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est adressé, que ce soit la forme que ça aille, la forme va être appelée à mourir. Parce que si on regarde, vous vous souvenez les trois mondes, c'est-à-dire que le monde des corps est appelé à mourir. Que ce soit le plus beau des corps, le plus beau des symboles, c'est-à-dire que on peut penser, par exemple, on va en voir,
un Horus, par exemple, égyptien, qui symbolisait des belles choses, hein, le Ujat. Et en Égypte, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va le voir, hein, aujourd'hui, le Ujat fait partie un peu de notre culture populaire, dans le sens un peu nostalgique. Ah oui, c'est beau l'Égypte, une petite fascination. Mais à l'époque, par contre, c'était vraiment quelque chose qui avait une force d'action. Et c'est pour ça que j'aime ça, enfin, j'aimerais qu'on puisse avoir cette réflexion sur, OK, mais pourquoi? Pourquoi ça avait cette force d'action sur un Égyptien à l'époque? Et est-ce que ça l'a... Et si le Ujat, dans ce qu'il porte, dans ce qu'il signifiait pour l'Égyptien, ne signifie pas nécessairement la même chose pour nous aujourd'hui, mais est-ce que sa signification est encore valable? L'essence de ce qu'il portait, et c'est le monde des idées, l'essence, et c'est la grande question, l'essence de ces grandes essences qui se manifestaient, sont-elles encore valides? Moi, je m'assume, et je pense que oui. L'essence de qu'est-ce qui est l'humanité n'a pas été définie par la modernité, la technologie ou quoi que ce soit. Ça a été défini, c'est quelque chose de beaucoup plus interne, beaucoup plus profond. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir un peu. Mais passons quand même à un autre niveau, juste un petit peu plus haut quand même, mais qui a quand même qui nous rassemble déjà un petit peu plus. Vous connaissez ce symbole? Les armoiries du Québec. Oui, c'est de là que ça vient. C'est les armoiries du Québec. Donc, continuons, mais qui va donner éventuellement, on le connaît celui-là, on le connaît un petit peu plus, c'est beaucoup plus moderne. Mais on continue encore. Dans le Canada, c'est des symboles qui... C'est plus large, c'est quelque chose qui nous rassemble, qui rassemble un certain peuple. C'est l'idée d'un peuple. Et qu'est-ce qu'il y a en arrière du drapeau? Pourquoi le Canada et le Canada? Bon, on ne fera pas une leçon d'histoire, mais il y a une réflexion derrière ça qui fait en sorte que les Canadiens sont fiers d'être Canadiens, les Américains sont fiers d'être Américains, les Québécois sont fiers d'être Québécois, bref, etc. Il y a les couleurs aussi. Oui, les couleurs, bien sûr, les couleurs, les formes, la feuille d'art, tout ça, il y a une signification. Mais pour parler plus en détail d'une signification, j'en ai pris une autre. Est-ce que vous le connaissez, celui-là? La ville de Montréal. Exactement. La ville de Montréal. J'ai pris celui-là parce qu'il est un petit peu plus... il y a quelques complexités qui sont intéressantes, notamment sur les peuples fondateurs, les origines. Et ça, j'ai pris la peine de prendre celui-là parce que, comme je l'ai cité auparavant, le rapport à l'origine est une des clés que le symbolisme nous expose dans tout son symbole, dans tout son développement, l'importance de se rattacher aux origines, l'importance de s'attacher au mystère originel, si on veut le dire comme ça, est très important. Et Montréal, même en tant que drapeau, c'est un drapeau qui est tout à fait moderne, hein, on s'entend, c'est pas quelque chose, mais l'idée des origines est portée ici. Et pourquoi? On va le voir avec la prochaine. J'ai sorti la... Alors, on reconnaît ici le peuple français. C'est les quatre peuples, 5 peuples fondateurs, malgré qu'il faut dire que le pain blanc, qui signifie le peuple autochtone, les Premières Nations qui étaient en place ici, a été rajouté plus récemment. Pour le 355. Oui, effectivement. Donc, on comprend que c'est les peuples fondateurs, donc les Français, bien sûr, la rose, peuple des Anglais, le chardon, qui sont les Écossais, et le trèfle, les Irlandais, le pain blanc, qui est les peuples, les Premières Nations. Et le fond n'y échappe pas non plus. Là, on nous dit ici la croix héraldique, mais ça, c'est peut-être parce qu'à cause d'une certaine... La croix héraldique, c'est un terme générique, mais en fait, à l'origine, parce que ça a été Montréal et son drapeau a été fondé sous le règne anglais, c'est-à-dire que la Nouvelle-France avait déjà été défaite. C'est un drapeau qui est... Oui, exactement, c'est la croix de Saint-Georges. Est-ce que je te cache un peu? Non, désolé.
C'est la croix de Saint-Georges. La croix rouge sur un fond blanc comme ça, la croix de Saint-Georges, qui est un héros fondateur en passant, héros fondateur des Anglais. On y reviendra un petit peu plus tard, parce que le mythe du héros fondateur est une des clés, je pense, qui est finalement une des clés qui est pour nous une des plus importantes. Pour nous, je parle en tant qu'humanité, en tant que réflexion, ce mythe de héros fondateur, il porte quand même une grande signification. Vous parliez du symbole de la paix tout à l'heure. Évidemment, je n'ai pas mis le symbole de la paix, mais vous connaissez celui-là. Hein? C'est un drapeau, somme toute, assez moderne, mais qui représente quelque chose, un idéal qui est très vieux. On s'entend que les Olympiques, là, à l'origine, c'était la Grèce ancienne. Et mis à part le côté qu'on représente ici, qui est l'harmonie entre les peuples, hein, la rencontre des peuples, avec les anneaux qui s'entrecroisent, qui va signifier une harmonie. C'est-à-dire, les Olympiques en tant que tels, cette rencontre où chacun offre le meilleur de soi-même, ou dans un temps plus ancien, quand les cités grecques, bon, on ne fera pas l'histoire grecque, mais c'était des cités qui bon, il y avait souvent des guerres. Il y avait une convention, on peut le dire ainsi, à tous les 4 ans, tous les peuples de toutes les cités grecques se rencontraient à Olympie, et c'était la paix, et ils célébraient dans une atmosphère de cérémonie. Et la cérémonie, ça va être une des choses sur lesquelles on peut réfléchir. C'est la façon de sacraliser le temps, le cérémoniel. Ça faisait partie justement de cette capacité d'aller vers la paix, vers ce qui nous dépasse nos petites différences, ce qui nous sépare tous, ce qui fait en sorte que une personne d'une région déteste la personne de l'autre région et vice-versa. Ce qui fait en sorte qu'une personne qui prie vers la croix va détester la personne qui prie vers le croissant de lune, qui va détester la personne qui prie contre, je ne sais pas trop, la vache sacrée, par exemple. Bref, et ainsi de suite. C'est cette capacité de dépasser les choses qui fait en sorte que le symbole est si important. Parce que l'essence des choses, au-delà des corps, les corps qui sont l'expression des différences, on a juste à regarder alentour de nous, on est tous différents, on a tous des corps, il n'y en a pas un pareil. Hein? Des hommes, des femmes, des grands, des petits, plus de cheveux, moins de cheveux, bref. On est tous différents à ce niveau-là. Mais là où on se rejoint tous, c'est dans le monde des essences. Parce que l'essence de qu'est-ce que c'est que d'être humain, les Grecs l'avaient compris, les Égyptiens l'avaient compris, tout le monde l'a compris, même nous. C'est ça, et c'est ça le paradigme, si on veut, c'est ça là, qui est vraiment le schisme entre l'idée et le corps, l'idée et l'action, c'est qu'on comprend plein de choses. Il y a plein de choses qui sont comprises. La paix, hein, on vient de célébrer le jour de la femme. On sait très bien, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, personne, mais je veux dire, la grande majorité des gens sont tous d'accord pour comprendre que l'homme et la femme sont égaux. C'est clair, je veux dire, comme je vous dis, à part vraiment un cave, un nono, appelez-le comme vous voulez, qui va dire non, ça n'a pas de sens. Non, tout le monde est d'accord. Hein? Tout le monde est d'accord pour dire que, mis à part encore quelques nonos, que le racisme, c'est mauvais. C'est pas beau. Ça n'a pas lieu d'être. Mais malgré tout ce savoir-là, ces idées-là, qui est le monde des idées, c'est que dans le monde du concret, quand on regarde ce qui se passe réellement, il y a comme un petit truc là. Quelque part entre les deux, il y a peut-être un lien qui ne se fait pas. Et de là, encore une fois, que je prends le temps de souligner l'importance de la dimension de l'âme. C'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire cette capacité que nous, en tant qu'individus, en tant que collectivité aussi, mais ça sera un autre, on en parlera, mais de relier les grandes idées à quoi? De leur donner corps, de leur donner une action, que ça se reflète dans l'action qu'on engage, dans ce en quoi on engage notre temps, nos efforts, bref, toutes ces choses-là. Et donc le symbole, et ça va être quelque chose qu'on développera un petit peu plus à la fin, le symbole a cette importance-là, c'est-à-dire que de nous inspirer, c'est-à-dire tout le fait de donner corps à une grande idée,
à une grande vertu, à une grande valeur, que ce soit la paix, que ce soit l'amour, que ce soit l'harmonie, que ce soit la rencontre des peuples, que ce soit comme c'est le fait avec le drapeau olympique, que ce soit quoi que ce soit, le fait de l'avoir présent, le fait de l'incorporer, même si c'est juste sur un support, c'est qui est vivant, c'est qui est là. Et le symbole, c'est la chose. C'est ça qui est intéressant d'un symbole, c'est-à-dire qu'un symbole, au-delà du fait du passéisme ou de la fascination qu'on peut avoir pour le passé, c'est qu'un symbole, quand il est vivant, c'est-à-dire qu'il y a une force. C'est ça la force, c'est-à-dire c'est de rendre l'idée, une idée clé, une vertu, une valeur profondément humaine, la rendre vivante, la rendre vivante au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a une force d'action dans la vie. Et ça, c'est le propre, pas d'un peuple à gauche, ou d'un peuple qui a vécu il y a 3000 ans, ou d'un peuple qui va vivre je ne sais trop quoi dans 2000 ans, ou nous, parce qu'on a l'Internet, on est capable de comprendre. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est un devenir de tous les peuples, de tous les âges, de tous les horizons, au-delà des différences, au-delà des circonstances qui font en sorte que, je vais le faire parce que c'est facile. Je vais le faire parce que tout le monde le fait. Parce que si franchement, si on attendait après ce que tout le monde le fasse, on va attendre longtemps. Si on considère le symbole comme on vient de décrire, aujourd'hui, parce qu'il faut avoir une réflexion, et l'idée, c'est je ne veux pas alourdir l'atmosphère avec une réflexion trop négative d'aujourd'hui. Mais c'est-à-dire que le symbolisme, on a dit tout à l'heure que le symbolisme est présent. Hein? Il est présent, il est peut-être dissimulé, peut-être un petit peu moins facile à déceler, parce que si, par exemple, prenons un exemple, hein, on est tous ici, on est en train de faire l'activité à Thèbes, 2500 ans avant Jésus-Christ. Pas besoin de parler de symbole, on a juste besoin de sortir dehors, prendre l'allée des Sphinx et puis aller à Karnak, et puis voilà, le tour est joué, tout le monde est content. C'est tout à fait la même chose. Aujourd'hui, là, le symbole qu'on va sortir, quand on va sortir tout à l'heure, ça va être la feuille de Pétrocan, ça va être l'arche Megdo, ça va être bref. Il faut qu'on recherche un peu ces valeurs-là, ces symboles-là. Ils sont présents, mais ils sont présents où? Un peu partout, peut-être un petit peu plus dissimulés, peut-être un petit peu plus, ils ont besoin d'une recherche un petit peu plus approfondie, mais ils sont présents. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais juste dire aujourd'hui par rapport à la vision, parce qu'on va parler, de valeurs. Hein, aujourd'hui. Je dis, tout le monde est d'accord, hein, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est très important l'amour, c'est très important l'égalité, c'est très important la courtoisie, c'est très important toutes ces choses-là. Mais on vit encore à des grandes lacunes par rapport à toutes ces grandes vertus, à toutes ces grandes valeurs et vertus-là. C'est un fait, c'est un constat. Et encore, je vous disais, chaque époque a eu ses aliénations, la nôtre en a aussi. Mais une chose que je dois constater, c'est que tout le domaine de l'esprit a été largement évacué. Hein? On reste maintenant avec beaucoup de symboles, on reste avec toutes sortes de... Puis à la limite, des symboles qui nous viennent d'autres civilisations. C'est cute, c'est intéressant, mais c'est des coquilles vides. Hein? C'est-à-dire, des fois, on prend des mots. Par exemple, la liberté. Hein? La liberté, on nous dit, ah oui, la liberté. Hein? La liberté. La liberté, c'est la liberté de faire qu'est-ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, comme on veut. Intéressant. Accepter que la liberté en tant qu'archétype, si on veut dire ainsi, la liberté n'existe pas en soi. C'est-à-dire que chaque chose attache ses conséquences. On est libre. Ah oui, dans le sens qu'on peut faire ce qu'on veut. Non, pas vraiment. Oui, on peut s'enrichir, mais regardez le modèle qui est pris pour le capitalisme aujourd'hui. Le monde du capitalisme, c'est-à-dire l'échange marchand entre les peuples, ça nous vient partout. Mais quand on construit des systèmes où la vision, c'est la croissance à l'infini, l'argent par exemple, oui, exactement, c'est un modèle qui n'existe pas dans la nature. Et si on peut prendre cette idée de liberté, c'est-à-dire qu'on est
n'est pas pris, parce que j'aime pas le mot, mais on vit dans un système qui, lui, a ses règles, a ses façons d'être. Et ça, c'est quelque chose qui est justement, on va le voir tout à l'heure, on va le voir, c'est universel. On vit dans un... Il y a des systèmes qui sont en place. La nature est un système. L'univers est un système. Le système solaire, le dit bien, c'est un système. Donc, on peut prendre aujourd'hui, on évacue le domaine de l'esprit et on garde un peu des formes pour nous vendre un peu n'importe quoi. On le voit aujourd'hui, on le voit partout. Qu'est-ce que ça donne, par exemple? Ça donne finalement, dans la société d'aujourd'hui, la société contemporaine, la nôtre, une grande crise des valeurs. Hein, on le voit, il y a beaucoup de gens qui sont... Bon, si on en croit les statistiques, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur le Prozac, il y a de plus en plus de gens qui sont sur les antidépresseurs, il y a de plus en plus de gens qui ont un certain malaise. Un vide. Et ce vide-là, c'est précisément, c'est le mot que j'aurais utilisé aussi, c'est cette amputation de sens plus profond des choses. Alors, puisque ça a été évacué, ben là, on a quoi? On reste avec une espèce de vacuité qu'on tente en vain, enfin, je dis très personnel, là, mais que beaucoup tentent de remplir par le confort, par, évidemment, il y a toutes sortes de dépendances qui sont plus ou moins nocives, là, mais bref. Ça pour dire que ça serait grand temps de reprendre ce contact, de rétablir ce contact. Et s'il y a quelque chose qui est... Donc, je pense que c'est une mission qui est vraiment très importante, c'est précisément, pour chacun de nous, si par curiosité, ou même si c'est juste une poursuite académique, même si c'est, je ne sais quoi, ou plus véritablement une quête profondément spirituelle qui nous attire vers ça, c'est important de le vivre. Parce que ça nous amène précisément des images, ça nous amène une élévation qui est finalement à la base de tout grand questionnement. Et si les pièges que l'on voit aujourd'hui par rapport à précisément cette évacuation, cette rupture avec le domaine qui est le plus des essences, hein, pour le prendre comme ça, le domaine de l'essence des choses, pour se rester avec les formes, qu'est-ce que l'on voit? Parce qu'il y a des grands pièges. Et on les voit aujourd'hui, ça c'est de façon parfois drôle, parfois un petit peu plus tragique, mais les côtés plus drôles, c'est, par exemple, analyser les anciennes civilisations par rapport à la façon qu'on voit les choses aujourd'hui. Hein. Il y a un mot pour ça, c'est l'histologisme, quelque chose de même, monsieur. Je vous donne un exemple tout bête. Est-ce que vous avez déjà vu les portraits, pas les portraits, pardon, les murales égyptiennes? Bref. Les hiéroglyphes, entre autres, les murales, où on voit des personnages qui saluent tous de la main droite, deux mains droites. Et là, il y a des gens qui vont dire, regardez, les Égyptiens, il n'y avait pas le sens des de perspective. Ils leur mettent deux mains droites. Non, pas tout à fait. La main droite levée, comme les Égyptiens le faisaient, c'est l'offrande. Hein? C'est la capacité de l'offrande. Ou encore, je donnais l'exemple de la vache tout à l'heure. Ah oui, ils sont un peu de nono, hein? Ils faisaient un culte ou la vache ou au soleil, par exemple, les cultes solaires. Hein? Les peuples anciens étaient tous des nonos parce qu'ils se tournaient vers le soleil pour se prosterner ou je ne sais trop quoi. Ça se peut-tu que le soleil est un support pour quelque chose d'autre? On va y venir tout à l'heure, c'est intéressant. Un autre piège, celui-là, il est quand même... il y a un côté effectivement drôle et un côté tragique. Le côté fantaisie. C'est-à-dire que quand on se tourne vers les symboles aujourd'hui, puis on voit seulement qu'une image ou on voit seulement qu'une coquille, on ne voit pas le sens, alors il y a deux choses. Soit qu'on peut avoir une fascination à n'en plus finir, c'est-à-dire que, il y a les gens qui sont tellement attachés à la forme qu'ils ne comprennent pas où ce que ça va. Et donc, pour pratiquer une certaine spiritualité, admettons, ou pour ramener toute la dimension du cérémoniel dans sa vie, il faut absolument être habillé en toge. Il faut être habillé en toge grecque, et c'est la seule façon qu'on peut pratiquer tel ou tel rituel. Non. On parle, bien entendu, on va parler d'état d'âme. Puis dans un autre côté, si on regarde le côté plus comique de la chose,
c'est qu'on va regarder tout ce qui est symbolisme, on va regarder tout ce qui est mythologie, on va regarder tout ce qui est ces magnifiques histoires, finalement, qui sont notre héritage, notre humanité, mais d'une façon parfaitement cynique. Je vous donne un exemple, peut-être que vous connaissez. Est-ce que vous avez entendu parler du monstre de spaghetti volant? Ça vous dit rien? Non. Il y a une nouvelle vision, une vision aujourd'hui qui est très, très athée, c'est-à-dire que c'est un rejet vraiment catégorique de toute la dimension spirituelle. C'est un rejet là, vraiment assumé. Non. L'être humain, c'est un corps. Quand il meurt, il pourrit. Fin de l'histoire. Parfait. Donc, en réponse à l'héritage spirituel de l'humanité, on dit, ouais, ben, nous autres, OK, on va avoir notre croyance aussi. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que le monde fut créé par le monstre du spaghetti volant et qui a donné naissance aux pirates qui, eux, ont développé la société. Bref. Cynisme. Hein? C'est inventé de toutes pièces et puis c'est vraiment pour exprimer vraiment un cynisme. C'est un des pièges, ce cynisme-là. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne sait pas c'est quoi, parce que ça ne cadre pas dans nos valeurs qu'on a aujourd'hui, alors c'est dépassé. Hein? C'est-à-dire que nous, et si on se pose la question, parce que ce courant de pensée-là existe aujourd'hui, c'est-à-dire nous, on est les élus. Nous, je parle des gens qui sont en vie là, présentement, en 2018, parce qu'on a Internet, parce qu'on a des iPhones, parce qu'on a des grosses voitures, parce qu'on a l'essence à la pompe, parce qu'on a des je sais pas trop quoi, dans les supermarchés partout, parce qu'on a tout ça. Nous, on est le peuple élu. Ça, c'est la vision un peu qui moderne des choses. Et donc, tout ce qui est avant nous, tout ce qui est le passé, que ce soit de n'importe où, ben c'est dépassé. C'est-à-dire que, non, c'était toute une bande parce qu'il n'y avait pas l'Internet. Honnêtement, et là, c'est une question vraiment, encore une fois, je propose tout ça comme réflexion. Si vraiment c'est la technologie qui fait en sorte que c'est le devenir de l'humanité, on est vraiment foutu. Parce que la technologie, autant, oui, on a fait des magnifiques découvertes en médecine ou je ne sais trop quoi, posons-nous la question au niveau éthique, au niveau du devenir plus de l'âme, au niveau plus des valeurs, des vraies valeurs, des valeurs. OK, c'est vrai, on a fait des magnifiques découvertes en médecine. Mais qui a accès à cette médecine? Les gens qui peuvent se payer? OK, parfait. On a fait une magnifique découverte en énergie. Là encore, c'est quand même assez réservé à un certain marché. De la même technologie, on a fait des bombes qu'on lance partout dans le monde. Donc, là où je veux en venir simplement, c'est que la technologie, le fait qu'on a tout simplement une technologie n'est pas une garantie. N'est pas une garantie de rien. Et c'est certainement pas la fin de l'histoire. Ce qui est clair, ce qui est net et ce qui est précis, c'est que dans le grand questionnement de l'humanité, c'est de où on vient et vers où on va. Un des grands pièges qui nous guette, c'est précisément cette incapacité de se relier à l'imaginaire, de se relier à l'image, de se relier au symbole, de se relier aux grandes essences, nous amène à tout simplement projeter l'avenir comme on la voit aujourd'hui. Et je vous donne un exemple, parce que peut-être vous avez déjà vu dans les années 60, vous regardez des magazines des années 60, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, quand je le cite parce que je l'ai lu encore dernièrement, c'est intéressant. Et dans les années 60, on disait, ah oui, l'être humain de l'an 2000, ça va être une société de divertissement. Et c'est les robots qui vont... Et c'est les robots qui vont faire tout le travail. Ça, c'était la vision des années 60. Bon, premièrement, mis à part que c'est un cauchemar, l'idée de remplacer le travail puis d'être dans un loisir constant, franchement, c'est un cauchemar pour moi. Imaginez, l'horizon de travail. C'est vraiment important de se réaliser à travers de qu'est-ce que l'on crée. On y viendra encore. C'est dans les symboles que je veux voir avec vous.
Mais imaginez la société de loisirs. Ça, c'était dans les années 60. On ne remonte pas. Oui, c'est ça. Il y avait la bande animée, les Jetsons. Entre autres, oui, effectivement. Ça, c'était le symbole parfait. Là. Tout à fait. Il y avait des robots qui faisaient tout. Là, exactement. Ils s'occupaient même de les laver. Ouais. C'était ça. C'est-à-dire la projection. Nous, on va valoriser. Mais ça donne une clé de compréhension sur l'état d'esprit qui nous a amenés à ça. Parce que la société de loisirs, de gens qui ont vraiment le confort, tout là, il y en a. Il y a une partie de l'humanité là, qui a un crash boursier ou non. Là. Les autres sont vraiment pas attaqués. Les autres sont très bien. Le 1%. Le 1%. Bon, enfin, je ne veux pas non plus qu'on s'attarde à ça, mais la vision que l'on a de notre avenir va donner l'avenir qu'on va avoir. Notre capacité d'imaginer notre futur, la capacité de vivre les valeurs que l'on veut qu'ils soient le quotidien, ça en devient le devoir, façon de parler, ça en devient le devoir, ça devient la responsabilité des gens qui ont ces valeurs-là, l'amour, la concorde, la courtoisie, l'égalité, l'harmonie, bref, on en a tous cité tout à l'heure. Si on attend que c'est l'autre qui le fasse, si on attend que ce soit Donald Trump, il est facile à plugger, lui, franchement, bref, je ne peux pas m'empêcher. Si on s'attend que ce soit lui qui le fasse, il n'y a rien qui va se passer. Ça en devient de notre responsabilité à nous tous de vivre cette dimension de l'âme et de donner les grandes idées qui sont les nôtres, que ce soit toutes ces grandes valeurs-là, de leur donner forme, de leur donner corps. C'est notre responsabilité à nous. En tant qu'individu, si on est capable de le vivre en tant que collectivité, c'est encore mieux. Ça a déjà été le cas. Mais là, pour l'instant, on vit avec les aliénations qui sont les nôtres. C'est notre karma, si on veut dire, pour prendre un terme hindou. On est né dans cette époque-là. Est-ce que ceci est un frein pour vivre les valeurs qui sont les nôtres? Ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de chacun de nous. Est-ce que c'est facile? Non, si c'est facile, tout le monde le ferait. ça, c'est clair. C'est pas facile de dire « Ah, je m'excuse ». C'est pas facile de dépasser son orgueil et de dire « Non, j'avais tort ». C'est pas facile. Ça dépend des vertus, ça dépend des valeurs que l'on a. Et ça, c'est précisément ce que les grandes réflexions et surtout les grandes réponses qui sont offertes à travers des différents thèmes que, abordons-le sans plus tarder, à moins qu'on fasse la... Est-ce qu'on est dû pour la pause ou... OK, on fait un symbole, puis après ça, on va à la pause parce qu'on va passer à la pause de façon sur quelque chose de très positif. La plupart des gens rencontrent le symbolisme sous son aspect religieux. Hein? C'est-à-dire, là, on voit évidemment le symbole de la chrétienté. En passant, le symbole de la chrétienté, la croix, ce n'est pas un symbole qui appartient à la chrétienté. La chrétienté l'a adopté, mais c'est un symbole qui est franchement universel. Hein? C'est-à-dire cette capacité d'intégrer le monde dans les 4 directions, nord, est, ouest. C'est absolument exceptionnel. Même chose avec l'étoile de David, qui est un des symboles, le symbole clé, des symboles clés de l'hébraïsme, mais qui est également un symbole universel. C'est-à-dire le triangle, c'est-à-dire ce triangle qui pointe vers le haut, et la capacité, et c'est exactement ça, la capacité de prendre ce qui pointe vers le haut, ce qui vient du haut, et de l'amener, de le concrétiser vers le bas, cette intersection, c'est exactement ce dont on parle. C'est-à-dire c'est cette capacité de prendre les principes qui nous viennent du haut et de les incarner vers le bas. C'est un symbole qui est universel aussi. Évidemment, mieux connu sur l'étoile de David aujourd'hui, mais peut-être pour certains d'entre vous ont vu les lames du tarot, ou même l'ermite. L'ermite, avec quoi il s'éclaire? C'est justement avec ce symbole qui est l'étoile de David. On trouve aussi ça au Japon, au Tibet. Il est présent, ce symbole-là? Oui, beaucoup. Ouais. Parce qu'il donne le symbolique, en tout cas, ce que j'ai entendu, le réceptacle puis l'épée. Okay. Oui, tout à fait. C'est un symbole, encore une fois, le lotus. Et on fermera cette première partie sur... on prendra la pause après ça.
J'ai pris le lotus, ça aurait pu être une autre chose. Le lotus est un magnifique symbole. Hein. Premièrement, c'est une magnifique fleur. Déjà, l'image en soi, le réceptacle, la forme, au-delà du symbole de ce que ça symbolise, si on regarde cette fleur, et franchement, wow, magnifique. Mais qu'est-ce que ça symbolise? C'est-à-dire, ça symbolise non seulement la quintessence, c'est-à-dire cette cinquième essence, c'est-à-dire, pardon, quand une fleur s'épanouit, que ce soit une fleur ou une autre, et son parfum est libéré. Et c'est pour ça que dans la tradition bouddhiste, peut-être vous connaissez, c'est-à-dire on représente le Bouddha, il est représenté assis sur un lotus quand il se libère. Mais c'est intéressant, le lotus comme symbole est vraiment fascinant. Parce que c'est un symbole de nous, c'est un symbole de nous tous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive avec le lotus? C'est-à-dire que la graine du lotus, vous savez où ça pousse comme un lotus en passant? C'est comme un uniforme, hein? C'est-à-dire ça pousse dans le marais. Alors, dans la vase la plus première, visqueuse, une graine. L'origine, hein? Parce que tout est dans la graine. Hein? C'est pas un lotus, c'est pas ou un arbre ou un végétal qui sont des symboles absolument magnifiques. C'est pas qu'on plante la graine et puis là tout d'un coup il y a quelqu'un qui va arriver qui va visser une tige dans la graine. Après ça il va venir visser une fleur. Non, c'est-à-dire que le plan est là. Tout est là dans la graine qui est ça de grosse. Tout le lotus, son devenir est déjà inscrit. Et ça, on va le revoir avec l'idée du héros fondateur ou du mythe fondateur de n'importe quoi. C'est-à-dire tout est là à l'origine, c'est complet. Il suffit juste de trouver une place pour se manifester. Et comment il va se manifester? Il va se manifester à travers des eaux boueuses et marécageuses. Il va dépasser tout ça. C'est-à-dire que ça ne sera pas facile. Il va devoir passer à travers des épreuves pour en arriver face à quoi? Face au soleil. Et puis c'est là. C'est finalement quand il s'est libéré de son propre marasme, ses propres marasmes, paf! Il est face à la lumière et il lui donne un miroir. Et c'est là que le parfum se libère. Et c'est le Bouddha l'a récupéré et puis il y en a d'autres, mais c'est vraiment magnifique. C'est un symbole qui est clé dans le sens où on voit l'origine, on voit le développement et on voit la finalité. Et la finalité, parce que c'est la même chose pour l'humanité en passant, et c'est à ça qu'on arrive, c'est que la finalité en tant qu'humanité, c'est quoi? C'est d'être humain. Et d'être humain n'a absolument rien à voir avec un iPhone ou avec le type de char qu'on conduit. Ça a à voir avec justement notre capacité de rendre notre âme un réceptacle, prendre le mot que j'ai utilisé, un réceptacle pour qu'est-ce qui est déjà là, qu'est-ce qui est déjà l'origine, mais qui est déjà inscrit dans. Et là, je ne parle pas ça comme une espèce de déterminisme, qu'on vient au monde, c'est tata qui va arriver, tu vas mourir à 50 ans avec une crise cardiaque parce que tes enfants t'ont tombé ses nerfs. Absolument rien à voir avec ça. C'est vraiment, c'est l'idée d'une naissance qui doit se manifester. En ce sens-là. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.